petit Mexicain. Ah oui, le clap, tu connais. Bien sûr. Calage du son, tu connais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Scène 1, prise 2. À peu près ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, nous recevons un artiste. D'aucuns diraient un artiste protéiforme, un artiste pluriel. Il a failli être nouvelle star. Il est auteur, compositeur, interprète, également vidéaste, mais surtout autodidacte. J'ai le plaisir de recevoir Leonardo Vidiger. Bonjour Léo. Salut Michel. Merci pour l'accueil. Bah oui. J'ai fait tout ça, mais moi j'avais oublié, purée. Bah oui, non mais quand même, je me renseigne un peu sur mes invités avant de les recevoir. Et Léo, pour démarrer cette émission, ce podcast, tu n'es pas chablaisien d'origine, il me semble. Ah non. Et peu s'en faut. Non, moi je suis né au Brésil, à Rio de Janeiro. Je suis un carioca, comme on appelle les habitants de Rio. Et voilà, on m'a exporté à 4 ans. Voilà. À 4 ans ? À 4 ans, j'ai été adopté. Voilà. Est-ce que tu gardes des attaches avec ton pays natal Ouais, d'origine ? alors ma maman, c'est ma vraie maman. Ouais. On est venu donc ici à 4 ans. Elle a rencontré un petit Suisse qui m'a adopté donc plus tard. Et donc toute ma famille du côté de ma mère est brésilienne. Et du coup, voilà, on a quelques nouvelles d'eux de temps en temps. Enfin, elle souvent, moi un peu moins. Mais... Et donc ce préambule me semble intéressant pour décrire le personnage. Je disais dans le personnage qui est haut en couleur quand même. Là, tu fais ton timide, mais... oui, c'est impressionnant, là, tout ton matériel. mais en vrai, tu es un personnage, et c'est pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui. Et j'avais donc une autre question à te poser, évidemment. Léo, j'ai parlé de toi en introduction en disant que tu étais un artiste. Ça, je le pense, je le crois. Tu as commencé la musique à quel âge ? C'était aux alentours de 16-17 ans. Pas avant ? Non. Et je m'en souviens bien, parce que moi, je suis un grand fan de Radiohead. C'est vraiment donc, le chanteur de Radiohead, Tom York, qui m'a donné ce goût à la musique. J'ai vu en live, je crois, sur une émission à l'époque qui ne doit plus exister. Genre TMC ou MC, ou je sais plus quoi. Enfin, il m'a une chaîne musicale. My chaîne musicale is française. C'était leur slogan. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Ça devait être ça en plus. Oui. Et voilà, beaucoup de foudre. J'ai vendu ma Super Nintendo à l'époque pour m'acheter ma première guitare et j'ai appris. Depuis, j'ai jamais lâché. Enfin, la guitare, si je l'ai vendue, je l'ai racheté mieux après. Mais oui, bah, ça voilà. Mais, et donc, tu as appris, comme je disais aussi en préambule, tu es autodidacte. Donc, tu as appris la musique seule ? La musique, j'ai appris seul. J'ai presque tout appris seul, en fait. Parce que tu parles d'art, en général. Oui. Tout ce que j'ai pu faire artistiquement, parlant dans ma vie, je l'ai appris seul. Grâce à YouTube dont on parlait tout à l'heure. La génération YouTube, Ouais. Et Internet en général. Et donc ce parcours de musicien, il a commencé évidemment il y a quelques années, puisque maintenant tu n'as plus 17 ans. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est que dans la musique, tu as eu un parcours assez large en fait, avec des compositions pour alors le cinéma ou la publicité, dis-moi si je me trompe. Ça a été beaucoup plus tard, ça. Oui, alors avant. Avant, j'ai passé déjà mes premières années à apprendre. Je faisais pas mal de musique avec mon cousin, je me rappelle, au bord du lac, le lac Léman. Oui. Pour rester dans le thème. Oui, c'est bien, chablaisien. Donc on a progressé tous les deux, on composait des musiques nulles, mais on les adorait à l'époque. Et puis bon, ça nous a fait évoluer et j'ai rencontré après des musiciens, des vrais musiciens, eux pour le coup, qui avaient appris la musique et qui étaient en plus de ça extrêmement doués artistiquement. Et on a formé un premier groupe qui s'appelait Def Sound. On m'en parle encore des fois. Ah bon ? Ça a eu son petit succès alors ?
Ouais, bah, pendant 3 ans, bah, vraiment dans le Chablais, quoi. Et on est en quelle année, là, à peu près, sur Dev Sound? Aïe, aïe, je pense que c'était 2002, 2005. Faudrait que je fasse le calcul pour voir si je suis raccord avec ce que je dis. Avec le reste de ma bio, avec ma page Wikipédia. Que personne n'a encore fait. Bon, on va s'y coller, Léo. Bien sûr. Bien sûr. Oui, donc voilà, mon premier groupe Dev Sound avec 4 compères, musiciens. Et pour donner idée de ce que ça peut représenter en termes de travail, un apprentissage solo, même devant des tutos YouTube. Ouais. Tout à l'heure, on ne te l'a pas dit, mais on fera ensemble quelques tutos maquillage. Hein, mais ça, mais ça, c'est pour après. Juste pour renseigner peut-être les jeunes filles qui nous écouteraient, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de travail d'apprendre à jouer de la guitare seul? Mais je n'ai pas ressenti le travail, j'étais tellement passionné par ce que je faisais, c'était vraiment une révélation, je pense, à ce moment-là, que c'était un plaisir. J'en faisais 4 heures par jour, après l'école, tout le temps, je saignais des doigts, j'avais même du scotch, je me rappelle, enfin pas du scotch, pardon, un sparadrap liquide, tu sais. Oui. Qui durcissait pour pouvoir jouer par-dessus. Mais avant que la corne se fasse, ouais. Et enfin voilà, j'ai absolument pas senti le travail, je savais pas jouer, et puis un an après, je savais jouer, quoi. Voilà, un an après. tu viens de nous donner une réponse. Au bout d'un an, tu savais jouer. Il a fallu du temps. Ouais, il a fallu du temps, mais j'ai pas senti ce travail dont tu parles. C'était juste du bonheur, du plaisir, quoi. Une révélation, ouais. Une révélation. C'est vraiment le mot. Ouais. C'est le mot. Et donc, alors qu'avant ça, je n'étais pas plus porté sur la musique du tout, quoi. C'était, j'avais aucune connaissance. Enfin, j'avais aucune connaissance particulière de la musique, j'avais pas un style que je préférais à d'autres, j'écoutais ce que j'entendais à la radio, ou que ma mère mettait, ou que mes cousins, qui sont un peu plus grands que moi, jouaient avec leur... je sais pas, c'était des CD à l'époque, je pense, ou peut-être même des cassettes, je suis vieux, mine de rien. Oui. Je sais plus, en tout cas, voilà, j'écoutais des musiques, et j'aimais pas, bref, j'avais aucune notion de qui j'étais, en tout cas musicalement, et c'est vraiment ce groupe, la Radiohead, qui a tout provoqué chez moi. C'est le déclic. Musicalement et artistiquement en général. Ce côté mélancolique où tout cet univers un peu mélancolique, voire parfois triste, mais puissant, intense, que dégageait donc ce groupe, je pense m'a formaté pour la suite, quoi. Même si j'ai beaucoup évolué depuis quand même. Oui. Mais ça m'a... Ouais. J'ai pris une voie et je me suis engagé dans un chemin, quoi, et aujourd'hui je crois que je m'y retrouve encore un peu... mais bon, avec des variations, quoi. Évidemment, parce que la mélancolie, ça va un temps. Hein. Exactement. Mais j'ai quand même des bases de cette mélancolie qui reste. Et voilà. Peut-être dû aussi. Teinté de lumière. Ouais. mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être dû aussi à tes racines, peut-être à des choses aussi peut-être plus profondes. Mais bon. Tu vois, mes racines sont brésiliennes, quoi. C'est pas le genre de musique qu'on écoute là-bas, tu vois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un déracinement à un moment donné. Enfin, voilà. Peut-être. Je veux pas faire de psychologie. J'ai jamais ressenti, moi, ça. D'accord, donc tu es bien enraciné chablaisien. Franchement, ouais. Je suis là depuis tellement longtemps que... Oui, comme on discute, tu vois, je me permets des digressions qui sont peut-être pas tout à fait à propos. Et donc, tu montes ce groupe avec ses copains que tu croises au bord du lac, les belles soirées, parce que c'est plutôt l'été, ça, hein, les belles soirées au bord du lac. Pour le coup, c'était, je pense, à la fin de l'hiver, parce que j'avais fait une saison d'hiver à Morzine. En rentrant, je cherchais à monter un groupe, et on m'a conseillé de discuter avec ces deux gars-là. D'accord. Florent et Florian, bassiste et batteur, et voilà, de là est né Dev Sound. Après, 2 autres musiciens se sont greffés là-dedans. Et là, sur cette aventure de groupe, cette aventure musicale et de groupe, c'est là que tu te lances dans la composition, dans l'écriture aussi. Alors, comme je dis, avec mon cousin, déjà on écrivait un petit peu. Oui. Des trucs bateaux, d'adolescents, tu sais. Mais ça je l'aimais, elle est partie. Plus ou moins, pour le coup. Et pareil, cette rencontre-là a changé aussi un peu ma vision des choses, quoi. J'ai apporté un peu dans cet univers mélancolique dont je te parlais. Eux m'ont apporté la technique, ils m'ont appris plein de choses musicalement. Parce qu'eux étaient, tu l'as dit, des musiciens qui ont été formés à l'école de musique, quoi. Enfin, voilà, avec le solfège, avec tout ça. Ouais, dans une école chablaisienne aussi. Ouais.
comment ça s'appelait à l'époque, vers les pompiers là. Je sais pas. Le 18. Non, je sais pas. Bref. Ouais. Du coup, j'étais formé musicalement et voilà, avec eux, j'ai évolué techniquement. J'avais déjà ces inspirations-là qui m'étaient assez personnelles quand même. Oui. Et avec leur talent, on a évolué ensemble. C'était une super époque. Et là, vous avez enregistré des choses pour la postérité, si j'ose dire. Non, on a enregistré. On a pas mal de morceaux enregistrés. Alors voilà, façon garage. Oui, garage band. Oh, même pas, je crois. À l'époque, à mon avis, c'était pas mal de je sais pas, des téléphones ou des. Oui, oui. Donc voilà, on a quelques souvenirs quand même. Et vous avez fait des concerts, des choses comme ça? Ouais, ça par contre, on en a fait plein. T'as des anecdotes sur des soirs de concert qui ont mal tourné ou d'autres qui ont mieux tourné ou... J'en ai une. Ouais. Qui, justement, parce que du coup, je revois ce Florent, ce bassiste. C'était ce copain que j'avais pas revu depuis plus d'une décennie. Ah oui, là, il y avait eu depuis quelques petit temps. trou. Ouais, bah tu sais, c'est comme les Beatles, quoi, Yoko Ono, tout ça. L'histoire de filles. Qui était la Yoko? C'est personnel. Je ne répondrai pas. Et voilà, et du coup, on s'est rappelé une anecdote qui nous avait fait bien rigoler. Enfin, sur le coup, non, mais là, on se l'a marrant. C'était drôle. On a fait une soirée pour des bikers en Suisse, je crois, c'est à Lausanne. Et du gros dur à cuire. Ça sentait bon la graisse et la bière. Ouais, c'était dans un garage où je crois. Enfin, il y avait de la bière, de l'alcool et de la viande. Bah oui, barbecue. Ambiance. Ambiance biker, quoi. Exactement. Non, on n'a rien contre les bikers, on le précise. Pas du tout, mais en vrai, ils étaient adorables. Donc, dans mes souvenirs, ils étaient hyper accueillants, hyper sympas. Il se trouve juste que l'un de mes camarades à l'époque, je dirais pas lequel. Donc Yoko. non, c'était un musicien qui a éternué dans, je crois, dans mon souvenir sont bons, c'était un bol de sangria. Ouais. C'était un gros truc d'alcool qui a éternué, il avait bien craché dedans sans jamais s'excuser et du coup on était là les quatre autres, on va dire ça y est, on va mourir. Excuse-toi, on va mourir. Mais du coup, vous n'êtes pas mort. Finalement, non. Il se trouvait qu'un des bikers était de la famille d'un des musiciens. Oui, ça vous a sauvé. Ça, je pense, ça nous a sauvé la vie. Donc, c'est une des anecdotes qui nous fait bien rire aujourd'hui encore. Et cette période de groupe, de Def Sound. Je veux dire son sourd, ça n'a aucun sens, d'ailleurs. Oui, mais bon, à l'époque, tu l'as dit toi-même, vous étiez jeune et mélancolique. Exactement. Puis en même temps, ça sonne bien. Ouais. Pour celui qui n'est pas anglophone, ça sonne bien. Ouais. Et cette période a duré longtemps Elle a duré 3 ans. 3 ans de composition, mais vraiment, on travaillait dur. On était entre 20 et 30 heures par semaine de répétition dans un garage humide sous le sol. Là. Enfin, vraiment. Mais à l'époque, vous n'en viviez pas de la musique. On avait quelques cachets. On avait quelques cachets, et puis on mettait tout dans un pot commun et on achetait des instruments. On achetait un violon, comme ça pour le violoniste, parce qu'on avait un violoniste dans ce groupe-là. Des pédales à effet pour les guitares, pour les basses, etc. Tu vois, on a évolué, c'était super chouette. Et non, à l'époque, c'était mon apprentissage. J'ai fait de la comptabilité pendant 2 ans. Vas-y, exprime-toi. Tout moi. Mais la comptabilité, tu sais, Léo, ça mène à tout. Bah aujourd'hui, ça me sert pas mal. À condition d'en sortir. C'est ça. J'ai fait. Je sais pas comment j'en suis sorti vivant déjà. Aujourd'hui, tu dis que ça te sert quand même. Bah oui, puisque aujourd'hui j'ai mon entreprise, comme tu sais. Oui. J'ai quelques notions de comptabilité qui me sont utiles, forcément. Forcément. Et ensuite, donc cette période se termine donc par à la mode Beatles. Hein, tu l'as dit toi-même. Mais vraiment. Vraiment. Et quelqu'un s'est fait assassiner près de Central Park, non? Alors, presque vraiment. Non, tu passes que là, d'un coup. Non, il n'y a pas eu de mort. Au parc Dollfus, non, je sais pas. Non, c'est juste une histoire de filles. Oui, parce que tu avais quel âge à l'époque? Une vingtaine d'années, à peine? Si? Ouais, une toute petite, je pense, je dois avoir 21, 22 ans. Oui, c'est ça. Quand c'est terminé. C'est la fin de l'adolescence.
Peut-être plus. Alors franchement, les dates, c'est pas mon truc. Oui, mais c'est pas grave. En même temps, je suis pas historien, moi. Enfin, tu sais, puis personne va nous téléphoner. Oui, personne va nous téléphoner après pour nous dire, dis donc, Léo s'est trompé de. Il avait 24 ans. Oui, à peu près. Hein, et encore, je suis pas sûr. Hein, c'était 24 et demi. Hein. Non, il y aura pas la patrouille et la police. Hein, c'est sûr que c'est jamais évident de se remémorer sa propre histoire, très précisément dans les fêtes. Mais ensuite, toi, tu as continué seul la musique? Déjà, j'ai très très mal vécu cette rupture. C'est vraiment comme une rupture amoureuse, hein, vraiment, parce que comme je dis, 30 heures par semaine ensemble, tous ensemble, on était très 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 copains. C'était presque, c'était une famille. Hein, pour être honnête. Et la rupture a été très difficile. Bon, du coup, il m'a fallu quand même un peu de temps avant de vouloir repenser à faire de la musique en groupe. Moi, je continuais tout seul. Oui, tu as continué seul. Seul un moment. Et puis, j'ai remonté un autre groupe plus tard, qui s'appelait Willows. Et ça a duré 3 ans, pareil. On était 3 cette fois. L'amour dure 3 ans. C'est ça. C'est ça, non ? C'est ça. Et pareil, la rupture a été douloureuse, pas à cause d'une fille cette fois, mais à chaque fois... Bon. Oui, mais en même temps, quand on est un artiste et qu'on a, comme toi, des racines un peu latines, même si c'est peut-être normal, que ça se termine parfois dans les... Non, mais là, ça implique que c'est de ma faute. Oui, non, je ne sais pas du tout. Non, peut-être. Non, je ne sais pas du tout. Peut-être que ma personnalité ne collait pas avec la collectivité à cette époque-là. Ta personnalité, Léo, elle est au top. Si t'es là, c'est que voilà, moi, ta personnalité, je l'aime en tout cas. Hein, non, mais c'est surtout vrai. Oui, choupinou. Il est choupinou. Mais non, parce que là, on vient de se recevoir. On s'est fait des épisodes hyper durs. C'était compliqué. C'était des gens. Alors là, on se détend. Tu vois, parce qu'on a reçu quand même du lourd juste avant toi. Hein. Ah oui. Ah oui. Qui? Non. Et donc cette période Willow, alors c'est pareil, tournée. Vous avez, il y a eu de la composition, artistiquement parlant. Je veux dire, c'était stimulant. Ah ouais, mais c'était génial aussi. J'ai voulu faire un peu les choses différemment du coup. Fort de ma première expérience. Bah oui, bien sûr. Non, même pas, je crois que je voulais juste vivre d'autres expériences, tout simplement. Du coup, on a parti très vite sur un clip, on a enregistré, du coup, professionnellement. On est dans un studio à Genève qui nous a coûté... un bras. Testicule, si je peux me permettre. Ça coûte vraiment très, très, très donc cher. Donc on peut le dire une couille, alors. Disons-le. J'osais pas, mais non, mais si, allons-y. Hein. Ça nous a coûté très, très cher pour une qualité bonne, mais finalement, on aurait pu avoir aussi bien moins cher. Mais bon, on n'avait pas l'expérience à cette époque-là. Et on avait enregistré quelques morceaux, on a fait un clip sur un des titres. Voilà, c'était une autre expérience. C'est des choses que j'avais pas vécues avec Def Sound et que j'avais regretté. Et ce clip-là dont tu parles, tu as regardé comment... Il est sur YouTube si jamais. Willow. Mais on tape Willow sur YouTube. Mais ne cherchez pas. Si, cherchez. C'était Willows, Willows avec un S. Willows avec un S, d'accord. Là, actuellement, c'est combien? 12, 13 vues? Non, pour le coup, t'es de mauvaise foi parce que je crois que ça a été vu quelques milliers de fois. Ah bah alors je fais exprès d'être de mauvaise foi. Pour un début de YouTube. Pour un début, parce que oui, là on est quand même au début. Non mais alors, pourquoi je veux parler de la réalisation de ce clip vidéo? Qui l'a fait? Est-ce que toi tu rentres déjà dans cet univers-là ou pas du tout? Ah non, à cette époque-là, j'avais encore jamais touché une caméra, aucune connaissance de tout ça. Mais c'était un gars qui nous a fait comme... Je sais plus. Alors, pour être honnête, je sais plus du tout comment c'était passé, mais c'est un gars qui faisait des vidéos à l'époque. Mais je sais plus. Mais bon, peut-être que techniquement, à l'époque, les process d'enregistrement de vidéos, etc., c'était plus lourd qu'aujourd'hui. La caméra, parce que oui, déjà rien que... Je m'y connais du coup maintenant. Rien que le matériel... était beaucoup plus lourd. Ouais, bon. On n'était quand même pas au début du XXe siècle. Hein. Oui. C'était des plus grosses caméras, caméras cinéma. C'est pas des hybrides comme moi j'ai aujourd'hui, qui font photo et vidéo. C'est comme des plus grosses caméras imposantes.
Mais ça va, c'était quand même assez compact. D'accord, mais toi, à l'époque, ça t'a même pas intéressé Non. Si, ce qui m'avait intéressé moi à l'époque là, c'était de faire un scénario, quoi. Tu vois, ah oui, de voir un peu les images, comment on pouvait filmer pour que ça soit intéressant. Et puis, on s'était tous très impliqués dans ce clip-là. Mais effectivement, techniquement, là, toucher une caméra, mais la technique, ça vient tout ça. Ça vient après. Ah, bien après. Bien après. Ah bah ouais, j'ai eu plusieurs vies après mais ça. Mais on est là pour passer la journée, Léo. Moi, j'ai une journée avec Léo. J'en ai passé quelques-unes. Alors on va pas tout dire, hein, mais des journées extrêmement drôles. Hein. C'est vrai qu'on s'est marré. Hein. Mais mes abdos s'en souviennent encore. Je pense que les gens qui nous écoutent auront compris qu'on se connaît. Et on va pas faire de scoop en disant ça. Et donc, Willow, le clip... Willows, oh là là, c'est important. Non, désolé. Willows, donc sur YouTube, hein, je vous rappelle, faites monter les vues, likez. Mais si tu as Willows, ils vont tomber sur un petit nain. Parce que c'est quoi, c'est un dessin animé, c'est un Disney, je crois, un film Disney, Willows, avec un petit nain. Ah oui, d'accord. Donc Willows, il faut taper quoi alors la musique, elle s'appelait, je crois, c'était Colder Than Snow, plus froid que la neige. Voilà. Très poétique. Toujours déjà. Mélancolique. Toujours mélancolique. Mélancolie quand tu nous tiens. Tout le début de ma vie d'adulte, j'étais quelqu'un d'assez mélancolique. Pourtant très joyeux, mais c'est vrai que quand j'exprimais quelque chose artistiquement, j'exprimais la facette de moi que j'étais pas en vrai, quoi. Et du coup, j'expulsais un petit peu ma mélancolie, quoi, ma tristesse, peut-être. Mais sinon, je suis quelqu'un de très drôle et très joyeux. Ben oui. Oui, c'est ce que maladroitement je voulais dire plus avant tout à l'heure, effectivement. En toi, il y a ce côté dual, un peu, ce côté très joyeux, et ce côté un peu sur la réserve. Ah, mais absolument. Ça, je pense, un trait de caractère qui me définit profondément. Et donc, Willows, Clash. Ouais, alors pour être honnête, ça, je me souviens plus du tout. Ce qui s'est passé. Les raisons, on s'en fiche, puisque de toute façon. Je pense qu'on s'est un peu essoufflé, tout simplement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que 3 ans d'expérience avec ton premier groupe, 3 ans ensuite. Alors tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie, je disais l'amour dure 3 ans. Enfin, c'est une légende urbaine, j'en sais rien. L'amour dure bien le temps qu'il veut. Mais ce qui est rigolo, puisque, je dis depuis le départ que tu es un artiste. Et c'est vrai, moi je le pense vraiment. Et ce que je voulais te dire, c'est que dans la création de ces groupes et leur fin, il y a un cycle en fait. Il y a un cycle de création, et puis quand le cycle de création est terminé, peut-être que ça s'essouffle, et voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je sais pas si c'est un rapport avec la création, l'artistique en général. Moi, de ce que je ressens aujourd'hui, je pense que c'est plutôt humain. Quand on monte un groupe comme ces deux groupes-là, c'est beaucoup de temps qu'on passe ensemble, c'est beaucoup d'abnégation, c'est des sacrifices, on sacrifie quand même pas mal de choses. Genre, on avait envie, on était plein d'espoir, plein de rêves, et on se donnait à fond pour arriver à quelque chose qu'on n'a pas atteint. D'ailleurs, on ne sait même pas l'objectif qu'on s'était fixé. Enfin, il n'y avait rien de très clair en fait. Mais du coup, avec tout ce travail, je pense que on s'essouffle, on se fatigue. C'est dur de voir aussi les mêmes personnes tous les jours, tout le temps, pendant des heures. Et moi, je pense que c'était humain et pas artistique. Plus humain qu'artistique. Parce que toutes les personnes avec qui je travaillais, donc dans ces deux groupes-là, donc ça fait quand même du coup 7 personnes, c'est tous des musiciens dont j'admire vraiment le talent, quoi. J'ai vraiment travaillé avec des musiciens dont j'admire le talent. Et toujours aujourd'hui les ex-membres de Willows, tu les vois encore ? Non. La vie nous a séparés. Oui, bon, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. J'ai rien contre eux, mais en tout cas, artistiquement, ils sont tous vraiment plein de talent, quoi. J'ai appris avec chacun d'entre eux, c'était incroyable. C'était incroyable. Que ce soit... Bon, je travaille avec Chris, mon cousin, par exemple, qui est dans Def Sound, qui était le claviériste du Def Sound. Et il a, pour ne citer que lui, il a cette faculté à... Je sais pas, c'est comme si son âme sortait de son corps et que d'un coup, je sais pas, quelle que soit la note qui presse, qui joue, quelle que soit la mélodie, où tout devient incroyable, puissant. Il a cette faculté-là qui était folle. Après, j'ai bossé avec un bassiste qui rythmiquement était incroyable. Enfin, c'est tous des gens qui m'ont appris énormément. Et, Tu es toujours fan à ce jour ?
Ouais, bah, je suis fan de eux à l'époque. Aujourd'hui, Oui. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Enfin, mon cousin aussi, bien sûr. Si, ton cousin, tu as gardé contact avec lui? Ah oui, non, mais c'est comme mon frère, Chris. Oui. Donc lui, je sais qu'il est toujours très 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 fort. Il fait un petit peu moins de musique, mais... Et donc, Willow se termine, hein, voilà. Et artistiquement, parce que là, tu as terminé tes études de comptabilité? Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Oh, c'est loin ça. Oui, mais ce qui m'intéresse, oui, je sais bien que c'est loin, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir ce parallèle entre une vie à assurer, soi-disant avec des idées de personnes âgées, de mon âge. Faut faire un vrai travail, mon fils. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait la comptabilité voilà. aussi, je pense. Et en parallèle, une vraie expression de tes envies, finalement, enfin, la musique. Et ça, c'est intéressant, je veux dire, en termes d'inspiration pour les plus jeunes qui peuvent nous écouter ou qui peuvent nous regarder. Ouais, il a fallu survivre, hein, de toute façon. Je vivais pas de ma musique, pas à cette époque-là en tout cas. C'est arrivé plus tard. Mais là, à ce moment-là, je travaillais à Évian. J'avais un magasin, ouais, j'étais responsable d'un magasin de prêt-à-porter dans la rue nationale à Évian. Toujours au fait de la mode, oui. Léo. Ça, c'est à l'époque quand j'avais encore un corps. Un corps d'athlète. Un corps d'athlète. Toujours, Léo. Oui. Oh, ne te fais pas de mal, voyons. Bah non. Et donc, du coup, Willow se termine. Toi, évidemment. En parallèle, je travaillais donc dans ce magasin. On l'a compris, voilà, en parallèle du travail. Et artistiquement? Après Willows? Oui. Je crois que là, pareil, hein, ça m'a mis un coup encore une fois. Et déjà à ce moment-là, j'avais décidé de ne plus jamais monter le groupe de ma fille. Ah parce oui. Que, là, c'était trop. Trop difficile. Ah, c'était trop là. À ce point, enfin. Les deux groupes m'ont profondément marqué. Ouais. C'était des bébés, hein. C'était comme. Oui. Ça, c'est une œuvre. Enfin, je sais pas, c'était mes bébés, quoi. Enfin, j'avais envie de les mener loin. Et puis quand ça s'arrête, c'est toujours une grande désillusion. Du coup, j'avais décidé à ce moment-là de ne plus jamais monter le groupe. Ce que j'ai fait. Par contre, pendant quelques années, j'ai fait de la musique dans ma chambre. Je me suis un petit peu plus investi dans le MAO. Du coup, la musique assistée par ordinateur. J'ai appris des choses, j'ai évolué et j'ai commencé à monter un autre projet avec mon cousin, justement Chris. Oui. Parce que, voilà, qui lui joue du clavier. Je ne séparerai jamais. Parce que, il y a les liens du sang quand même, à un moment donné. Il n'y a pas de sang parce que je suis adopté, mais il y a le lien de la famille. Oui, merci Léo de bien me mettre le tacle là où il faut. Sois précis. Oui, je vais être très très précis. Qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, etc. On peut aller très très loin. Hein. Bon, en tout cas, vous avez été élevés ensemble, donc avec ton cousin, quasiment. Quoi ? Avec ton cousin, vous avez été élevés ensemble. Ouais. Même s'il n'y a pas de lien du sang, le lien indéfectible familial existe quand même. Pour moi, on est comme c'est mon frère, c'est mon grand frère. Et donc avec Chris, donc vous lancez dans des expériences plus électroniques alors? Ou toujours Non, du coup, plus électronique. On s'est lancé dans le trip-hop à l'époque. Donc, pareil, c'était à l'époque, je raconte aujourd'hui, je tiens pas 2 minutes. Mais à l'époque, c'était génial. Mais à l'époque, on adorait ça, quoi. On est en quelle année, là, à peu près? Je sais que toi et les dates, autant sur les liens du sang, t'es hyper précis. Autant sur les liens du sang, t'es hyper précis. Autant sur les dates, ça flotte un peu, Léo. Non, vraiment, là, je suis naze. Les dates, je sais pas. Et donc, cette partie un peu plus trip-hop, enfin, pas plus d'ailleurs, cette partie trip-hop, ça dure longtemps? Chez toi Et qu'est-ce que tu en fais de ça? Ça s'est jamais vraiment arrêté, ça, par contre. Ça a évolué vers autre chose, mais ça, c'était vraiment le début du reste de ma vie musicale. Et avec ton cousin, vous en faites quoi de ça? Alors, on a fait un album. Ah oui. On a été produit par des gars à Londres. On n'a jamais touché beaucoup d'argent, mais bon, ça a été produit quand même, mais c'est sur Spotify, et pareil, n'allez pas écouter. Bah si Comment? Sur Spotify? Uniquement Spotify? Non, je crois que c'est partout. Partout. Et alors, ça s'appelle comment, ça? Je sais plus. Si, parce que nous, on veut écouter. Parce que là, tu crois vouloir écouter, mais je te jure qu'en fait, je te jure que tu veux pas. Non, ça s'appelait Utopian Hedonism. Voilà. L'hédonisme utopique, quoi. Oui. Et la pochette avait été faite par un tatoueur qui exerçait ici à l'époque, hyper fort. Et il s'appelait... Je sais plus. Jean-Pierre le tatoueur. Jean-Pierre Tatou. Jean-Pierre Tatou. JP Tatou. 17 rue Nationale. Merde, non, c'est cool parce qu'il est vraiment très fort. Ah bah, je suis con, il s'appelait comme mon chien. Kofi. Ah bah...
Bah oui, Ah oui, j'ai compris. le chien, le Kofi, Bah oui, le petit adopté aussi. Kofi. Non, il est pas un petit peu Ouais, adopté, un petit Kofi. Roumain, Hein, ouais. Un petit Roumain. Hein. J'ai suivi les histoires de Kofi sur les réseaux sociaux. Hein. Mon bébé. Hein, ouais. Et du coup, Kofi le tatoueur avait fait le. Et non pas le chien, hein, il Non. avait fait le. T'as tout très mal, mon chien. avait fait la pochette. Ouais. Puis un talent de fou aussi, lui. Et alors, en termes d'écoute, je sais pas comment on dit sur Spotify, en termes de vues, d'écoute. Je sais pas, moins de 1000, du coup, on voit pas. Ah Si, je crois qu'il y en a une ou deux qui sont passés. Si, quand même. Ouais. Ouais, bah alors. Mais, ouais. Donc voilà. Non, mais c'est. Et là, on est vieux. sur du trip-hop, donc c'est que musical, il y a des paroles. Non, ouais, aussi, c'est vraiment Ouais, que l'instrumental. Mmh. Mélange de piano, des guitares, et puis plein de sons électroniques qu'on découvrait à l'époque, tu vois. Donc, Ouais, donc il y a une surenchère, c'est ça que tu es en train de me dire. Exactement. Oui, bah, comme à chaque fois, quand on découvre quelque chose. Et cette période avec Chris, c'est pareil, c'est intense ou là on est plus en dilettante? Ah non, c'était hyper intense, c'était génial. On s'est même fixé l'objectif de faire une musique par semaine à un moment. Ah oui. Et on s'est tenu 3 semaines. non, ça fait plus. 3 musiques. Non, on a fait beaucoup. Mais ça, j'aimais pas trop parce que je trouvais pas ça assez qualitatif. Oui. Je préférais prendre mon temps et puis en sortir beaucoup moins fréquemment et puis faire quelque chose d'un peu plus quali. Et puis. Au final, finalement, c'était pourri quand même. Finalement, c'était de la merde. Mais non, tu dis ça, mais on va l'écouter avec l'équipe. Hein, on va l'écouter, puis on donnera à la fin du podcast, on rajoutera nos notes. On rajoutera nos notes. Alors, je t'avais demandé, quand je t'ai invité de venir avec ta guitare, je vois que tu es venu sans. Non. Tu n'as pas voulu nous jouer un petit morceau live, tu étais un peu tendu. Ouais. C'est ce que tu as dit. Ouais, bah c'était déjà assez stressant comme ça. Et cette période donc avec Chris, elle génère aussi des concerts, des choses comme ça Non, pas du tout. Ou là on est que sur du studio? Là, on s'est pas fixé d'objectif. Je pense avec Chris, c'était à part la 7 musiques par semaine là. Voilà. C'était juste du kiff quoi. Oui, en studio quoi, enfin chez vous en home studio, mais enfin que du studio. Ouais, et puis séparément parce que du coup, il habitait à Paris ou enfin bon, Chris a beaucoup déménagé, Bordeaux, Paris, Toulouse. Et donc tu as inventé la télémusique avant le confinement, bien avant le confinement. Exactement. Parce que je suis un modèle pour vous. J'ose plus te demander en quelle année on est du coup. On s'en fout là. Oh, vraiment. Non Michel, tu t'arrêtes à des contingences là. Franchement, mais tais-toi. Mais vis. Des détails, ça c'est des détails. Et donc ça s'arrête aussi à un moment donné. Non, c'est pas que ça a évolué. Comme je te dis, ça. Toutes ces expériences musicales que je viens de te raconter m'ont amené le plus proche d'après, qui s'appelle donc toujours avec Chris pour le coup, qui s'appelait Velvet Coffee. Voilà. Ça c'était déjà il y a quelques années en plus. Aujourd'hui j'ai ce même nom Velvet Coffee, oui, mais ça n'est plus. Et Coffee. Oui, bah, Coffee, alors ça s'écrit pas pareil, mon chien, et puis au tatoueur. Ouais, non, bah alors le tatoueur a avec Velvet Coffee, mais. Ok, mais le chien. Du coup, en fait, mon chien a un rapport avec Velvet Coffee, et du coup, l'écriture de Coffee a un rapport avec le tatoueur. Bon, bref. Ouais, bah non, il y a des rapports quand même. C'est des signes. Tout un sens. C'est un peu Illuminati ton histoire. Ouais. J'avais le triangle. Et donc, Velvet Coffee, au départ, c'est quoi? C'était une évolution de trip-hop, mais un peu plus aboutie, quoi. Donc, excuse-moi, mais pour expliquer, je crois Velvet Coffee, parce que tu aimes le café beaucoup, parce que tu es brésilien d'origine, je le rappelle. Donc du coup là, je peux la sortir celle-là. Et Velvet, par contre, ça a été un brainstorming très long avec Chris pour trouver un nom, et puis on essaie de comprendre, d'analyser un peu quand on avait de l'aspiration, tu vois. C'était donc plutôt prendre la nuit, parce que ce côté mélancolique, comme tu sais, du coup la nuit, on était un peu raccord, et puis on aimait le café ça nous servait à tenir éveillé toute la nuit, du coup voilà, Velvet Coffee. C'est venu comme ça, vraiment un brainstorming assez long. Oui, j'imagine, oui. Et c'est surtout une question d'esthétique, hein, plutôt que de sens particulier. Et je crois que tu étais aussi fan d'un groupe... Velvet Underground ? Oui, non, pas du tout. Non. Ah non, alors je crois mal, alors en fait. Ah non, mais c'est dans ton autre biographie. J'étais très mal renseigné. C'est dans ton... Je suis à ça de partir. C'est dans ta biographie non autorisée que j'ai lu ça. Ah ouais. Mais non autorisée. Donc, je crois que c'est Velvet Underground qui sont hyper fans ils sont hyper fans de nous. De Velvet Coffee. Et du coup, donc tu bascules vers Velvet Coffee et là, tu lances des projets musicaux autour de... Là, on commence à faire du son, de la musique dont aujourd'hui je suis... vachement plus fier quand même.
parce qu'on commence à les vendre, on commence à avoir de la demande pour des projets, des vidéastes, pour des agences de publicité. J'en ai vendu quelques-unes, avec des droits d'auteur qui tombent de temps en temps. Bon, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouh, un jacuzzi. Ouh, une nouvelle voiture. T'as tout compris. Non, mais du coup, j'en suis plus fier. Et pas juste parce que ça rapporte de l'argent, mais juste parce que je les trouve vachement plus aboutis, plus professionnels. Oui. Et, voilà, et puis tu les as vendus, donc ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un a trouvé ça assez bon pour... Bah, ça, c'est fou, parce que comme tous ces projets-là, c'était quand même, je pense, l'objectif, c'est d'être... Bon, l'objectif principal, c'était de se faire plaisir, mais quand même, c'est d'avoir une certaine reconnaissance. Et même si on en avait un peu par les proches, les copains, la famille, et puis quelques inconnus, c'est pas pareil qu'une agence de publicité ou qu'une boîte ou qu'un mec à l'autre bout du monde te dise j'aime, je te l'achète quoi. Et puis ça se vend cher. Donc c'est vraiment élitien, tu vois. Ça c'est bien ça. Donc c'est vraiment élitien et c'est gratifiant quoi. Oui. Mais donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que tout ce qui se passe depuis le bord du lac avec ton cousin t'amène à ces moments-là où tu deviens finalement professionnel au sens littéral du terme, c'est-à-dire on te paye pour faire ce que tu aimes faire. C'est ça. Et cette période-là... Ça a été long, l'évolution pour en arriver là, ça a été long. Oui, mais en même temps, comme tu l'as dit, tu t'es aussi formé à un vrai métier. Alors, j'aime pas cette expression, mais il y a eu des groupes, il y a eu des expériences, puis il y a cette notion de plaisir aussi dans ce que tu racontes. Vous n'avez pas cherché l'argent facile. Vous avez pris du plaisir à être ensemble, à jouer de la musique et à progresser. Et il y a des gens passion avant tout, bien sûr. Et il y a des gens qui sont mûrs plus vite que d'autres, peut-être que... Non, c'est vrai. C'est ton cas. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à chercher ce que je voulais vraiment faire, peut-être. Et puis à chercher mon style, à trouver... Après, je suis assez... Enfin, je dis que je suis pas content, je ne veux plus écouter ce que je faisais avant, mais c'est faux. De temps en temps, je prends plaisir à faire écouter ça. Oui, mais c'est aussi... Tu n'es pas content parce que c'est... Alors là, je vais me permettre de dire quelque chose, mais tu es très exigeant aussi vis-à-vis de toi-même. Très exigeant, et du résultat que tu attends des choses et des choses que tu fais, quoi. Non, mais ça c'est vrai parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur quelques projets. Toi-même tu sais. Moi-même je sais que. Il est casse-couille le Villiguer. Faut pas faire chier Léo. Hein. Là, faut carrément pas. Et à quel moment, puisque j'en ai parlé au tout début, à quel moment la nouvelle star arrive C'était pas la nouvelle star, c'était The Voice. Ah bah voilà. Je suis encore Alors ça, ta page Wikipédia, faut absolument qu'on s'en occupe, hein, Léo. Donc c'était The Voice. Mais du coup, ça arrive quand ça ? Je sais il y a quelques années, je sais pas. On est quoi en 2020 ? Ça devait être il y a 5-6 ans, je pense. Voilà. Ah oui. 2014, je pense. Oui. Peut-être. Environ. Peut-être 2014 peut-être environ. Et tu passes les auditions ? Tu avances un peu en fait, c'est... Je sais pas bien comment fonctionne cette émission. Parce que... Moi, j'avais mis une cover. Ah bah c'était il y a moins longtemps. Bon bref, j'ai mis une musique sur YouTube, piano-voix. Comme tu aimes faire de temps en temps. De temps en temps. Les soirs d'automne, plus maintenant d'ailleurs, mais j'en faisais beaucoup avant. Quand la cheminée tourne et que dehors il pleut. Sur une peau d'ours. Sur une peau d'ours. Nu. Tu fais de la musique. Juste avec des chaussettes, parce que je suis frileux des pieds. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il est frileux des pieds. J'en sais quelque chose. Donc voilà. Donc j'ai mis cette musique-là qui a été un peu visionnée et j'imagine que des casteurs, je pense que c'est ça qu'on dit, on s'est tombé dessus et Bruno Berberes, du coup, qui est, je crois, un des leaders de je ne sais plus quel maison de prod, groupe de maison de prod. Ouais, Berberes, ça me dit quelque chose, ouais. Et voilà. Il m'a dit, je te veux dans mon équipe. Non, mais il m'avait envoyé un mail pour participer. Pour postuler. Alors, 3 années de suite. Oh, bah dis. Les 2 premières années, je ne m'intéressais pas trop parce que tu vois, je suis déjà en stress quand je viens faire un interview avec toi. Oui. Alors, et imagine... pourtant, franchement, t'as vu la tronche, quoi. Alors, tu risques pas grand-chose. Hein. Alors, imagine quand c'est pour un casting comme ça. Donc, tu as refusé 2 années. Et la 3e année, j'avais un groupe de potes qui m'a bien chauffé. Ouais. Du coup, je suis allé avec un copain m'accompagner. C'était plutôt bien passé, mais ça l'avait quand même pas fait. C'était à Lyon ? C'était à Paris. À Paris ? T'es à Paris. C'était à Lyon ? C'était à Paris ? Non, c'était à Paris.
C'était... Ça l'a pas fait. Il y avait toute une histoire à ce niveau-là, mais c'est peut-être un peu long à raconter. Tu peux la raconter on voit ça dans la partie 2. On fera sur la suite. Si le cœur t'en dit, tu peux la raconter. On a tout à fait, le temps. En fait, du coup, comme j'ai été contacté par mail à la toute fin du casting, je suis passé vraiment le dernier jour, la dernière après-midi, et comme j'ai une voix qui est ce qu'elle est, quoi, plutôt orientée un peu rock, folk, quoi, bah, ils avaient dire leur taf. Ils avaient déjà dans ce style de voix-là la gamme. Le nombre, comment te dire ça, le nombre qu'ils voulaient. Dont ils avaient besoin. Et du coup, je suis arrivé trop tard, et puis ça s'est pas fait, et puis je regrette rien, parce que vraiment, je crois que ça aurait été vraiment très dur de gérer ça. Je suis très anxieux, quoi. Je sais. Quand il s'agit de passer devant les gens, et de gérer mon image, je pense. C'est compliqué. Moi, je passe derrière la caméra, pas devant. Et du coup, tu me lances une perche, tu passes derrière la caméra. Transition. Oui, il y a du Michel Drucker en moi. À quel moment ça arrive, ça? À quel moment on a vu que tu as eu quelques contacts un peu avec l'image, avec la vidéo au cours de Willows, avec le fameux clip, etc. Mais... Du coup, en fait, je t'ai dit que je voulais plus jamais faire la musique seule, mais en fait, j'avais fait une autre musique en solo. D'accord. Une seule musique que j'avais enregistrée professionnellement aussi. Pareil, studio, Genève. Studio. Une couille. Mais pas Genève. Non, c'était avec Piège à Rêve. Le groupe Piège à Rêve qui est du Chablais aussi. D'accord. Je connais pas. Très bon groupe. Que je salue. Et qui ont un studio à Marchancel. Ah bah voilà, d'accord. Okay. Piège à Rêve. Okay. Ouais. Donc j'avais enregistré une musique chez eux et j'avais faire un clip. J'avais demandé à un vidéaste que j'adorais, d'ailleurs qui est encore un modèle pour moi aujourd'hui dans la vidéo, si ma musique l'intéressait, un peu au culot quoi, pour faire un clip. Bah, écoute, et il m'a dit ah bah carrément, elle est cool. Du coup on a fait un clip et voilà. Et donc là, c'est ton deuxième... c'est ton... Fin de l'anecdote. Bah, écoute, merci Léo. Merci d'être venu. À bientôt. Non, ce que je veux dire, c'est que finalement, du coup, je pense que c'est cette expérience-là qui m'a donné envie de passer derrière la caméra à mon tour. Parce que même si lui avait accepté de faire le tournage, c'est un mec très connu et très très pris, et il n'avait pas le temps de faire le montage. Et du coup, j'ai fait moi-même le montage de cette vidéo-là. Oui. Et là, pareil. Là, j'ai pris goût. Là, vraiment, j'adore largué ça. Dans le grand bain, quoi. Ouais, bah, pareil, j'ai appris tout seul. Non, parce que là, voilà, aucun contact de près ou de loin avec la vidéo. D'un coup, d'un seul, tu te retrouves avec des fichiers numériques. Avec un ordinateur que je suis pas. Non, à l'époque, c'était pas du. Des bandes. C'était pas des bandes. Quoi. Non, parce que comme on est un peu flou sur les dates. J'ai 36 ans, Michel. Oui, je sais que tu es jeune. Donc là, tu te retrouves avec des fichiers informatiques. Ouais. Il m'avait envoyé son disque dur externe et il dit bah, désolé, mais je peux plus quoi. Je peux plus. Et du coup, j'ai fait le montage et pareil, j'ai pris coup. Et je me suis rendu compte que ça s'apparentait quand même vachement à de la musique, quoi. Il y a une question de rythme, de goût. Je veux dire, quand je fais de la musique, moi, je vais chercher vraiment au fond de mes tripes une certaine émotion pour essayer d'extérioriser quelque chose que j'ai en moi. Et bah, pour la vidéo, finalement, c'est exactement pareil. À ce niveau-là, en tout cas. Après, il y a plein de techniques à savoir, mais et là, ouais, j'ai compris que j'adorais ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me dis bon, bah, je ferais ça peut-être pour mes vieux jours. J'achète une caméra et puis j'en ferai peut-être un jour plus tard quand j'aurai un peu de temps, tu vois. Déjà, enfin, à ce moment-là, je pensais pas encore que un jour je vivrais de ça, quoi. Mais ça a été mon premier. Parce que là, à ce moment-là, tu vis de la musique, tu vis de la musique et tu vis encore. Je vis difficilement de la musique. Hein. Ouais, mais tu vis aussi de ton travail normal. Ou pas ou plus, déjà. Si, bah si, parce que j'ai bossé à Genève. Oui, là, à l'époque, t'es à Genève, c'est ça? Ouais. Mais Genève, ça m'a permis du coup d'avoir un peu d'argent de côté pour investir un peu dans la musique, évoluer un petit peu. Et à quel moment est-ce qu'il y a un déclic où les choses se font naturellement et comme avec toi très lentement? Est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné qui te dit pour la vidéo? Pour la vidéo, bon, allez, ça y est, je pars là-dedans parce que c'est vraiment, ça me happe et j'ai vraiment envie de faire que de ça. Bah, j'ai eu une rencontre que tu connais et qui m'a mis un peu les pieds à l'étrier à ce niveau-là. Il lui avait une caméra. Et voilà, du coup, j'ai eu mes premières expériences avec une caméra à ce moment-là. Ça a duré 1 an. Et voilà. Je pense que j'avais déjà tout l'acquis que j'avais en musique qui me permettait de faire de la vidéo, en tout cas en termes
d'émotion, peut-être, tu sais. Et pendant cette année-là, j'ai acquis de l'expérience et les techniques, enfin les bases de techniques. De cadrage, de lumière. Ouais, et puis finalement, une caméra, c'est juste un instrument supplémentaire. C'est juste un instrument supplémentaire à appréhender. Voilà. Et du coup, une fois que l'outil est un peu dépassé et que je pouvais commencer à me faire vraiment plaisir, bah, j'ai commencé à expérimenter par moi-même. Je me suis acheté ma propre caméra. D'ailleurs, j'étais avec toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai financé la caméra. Je te rembourse ça. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis là à propos de l'outil. J'insiste depuis le départ, mais pour moi, c'est clair. Tu as un artiste qui s'exprime, donc un artiste, ça s'exprime avec des outils, avec des moyens, avec ce qu'il a, tu viens de le dire, dans les tripes. Et là, tu nous dis que finalement, la caméra, c'est un outil supplémentaire pour exprimer ce que tu as en toi. C'est un instrument. Et il faut arriver à dépasser ça pour à maîtriser assez bien ton outil pour l'oublier complètement et faire juste des images ou de la musique ou enfin tu vois ce que tu as au fond de tes tripes sans réfléchir sans être parasité par de la réflexion quoi. Tu vois. Et ça c'est venu avec un peu de temps. Et en vidéo, il y a encore quelque chose de différent par rapport à la musique, c'est qu'une fois que tout ça est maîtrisé, il faut être pertinent. La musique, t'as pas à part si tu fais la musique pour du cinéma ou pour une série ou pour je ne que sais-je, où il faut être vraiment en raccord avec ce qui se passe et du coup il faut être un peu pertinent quoi. La vidéo, il faut être très pertinent parce que les clients ont un besoin, ils ont un message à faire passer et il faut aller dans cette direction-là et puis la recherche du plan ou je sais pas moi l'histoire que tu racontes ou la façon de régler ton appareil doit être en cohérence avec le message quoi. Il y a une stratégie derrière quoi. C'est pas juste de l'émotion brute, il y a aussi une part d'intelligence parce que je suis un mec intelligent. Tu en fais par ailleurs des clips où il y a de l'émotion pure juste ou... Ouais, alors quand tu parles de clips, pas du tout. Tu parles de clips. Oui, de clips ou de vidéos que tu aurais fait où il y a que de l'émotion pure. Tu fais ça des fois? Bien sûr. Mais sinon, le gros de les mariages, par exemple. Le gros de... ouais, ça dépend des mariages. Hein. Ouais. Ou alors là, Léo, ça dépend. Ce que je veux dire, c'est que, tu viens de le dire, enfin voilà, pour vivre d'un art il faut des clients. Toi, des clients, tu en as, ils viennent te chercher parce que tu as un certain style. Quand même. Enfin, on reconnaît tes... Cette mélancolie de base dont on parlait tout à l'heure. Oui, elle est tout part de là. Oui, elle est présente. Elle se ressent aujourd'hui encore. Je crois qu'elle est présente dans tes réalisations. Tu parles de pertinence, il faut être pertinent, évidemment. Donc, est-ce que tu dirais qu'en termes d'histoire et de retenue, tu te retiens quand tu travailles pour des clients ou tu peux proposer beaucoup de choses? Je peux proposer. Les clients viennent aussi vers moi parce qu'ils ont vu mon travail et qu'ils savent à peu près vers quoi je tends quand je crée quelque chose. Mais non, je bien forcé de m'adapter aussi quand même. Si j'ai envie de me diversifier, j'ai pas envie de faire que ce que je sais faire. Donc on se diversifie. Et puis on essaye de chercher d'autres émotions, d'autres façons de faire, d'autres techniques qui permettent aussi d'aller dans ce sens-là. Parce que ce qui est intéressant avec toi, c'est que enfin, moi j'ai l'impression, après on dit aux gens qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas non plus si bien que ça. On ne va pas tous les vendredis soirs au Ramdam ensemble. On devrait changer ces habitudes-là. Ce que je veux dire, c'est... ce qui me semble important avec un personnage comme toi, c'est que tu es toujours dans l'apprentissage. Toujours. Tu cherches toujours à t'améliorer. Ah, mais en face, il y a des gars qui s'arrêtent jamais non plus, quoi. Et la concurrence est très, très, très rude. Sur quel marché? Du vidéaste en général ou un marché particulier dans la vidéo? Dans tous les marchés de la vidéo. Que ce soit, moi, je fais pas mal de mariages, comme tu sais. Bon, pas mal. Je fais 25% de mariages, je dirais. Et déjà là, il y a un microcosme qui est incroyable. Des vidéastes de mariage qui, eux, pour le coup, ne font souvent que ça. Et qui sont extrêmement performants de par la France, de par le monde, en Europe. Hein, c'est fou. On croit que tous les mariages sont pareils et que tous les vidéos seront les mêmes, mais finalement, il y a des gens qui sont capables de créer un truc
un film différent qui n'a rien à voir à chaque fois, quoi. Et ça, c'est impressionnant. Et du coup, c'est extrêmement motivant. Du coup, ça donne envie d'évoluer. Je suis loin de connaître tout ce qu'il y a à connaître en technique vidéo. Et bon, c'est grisant. J'adore ça. Je pense même qu'aujourd'hui, je préfère la vidéo à la musique, pour être honnête. Oui. Je m'y retrouve beaucoup plus. Il y a toujours une part de musique. Parce qu'il faut chercher la bonne musique qui... Tu composes parfois Non. Je le propose, ouais. Je le propose à mes clients, des musiques originales pour matcher au mieux avec leurs envies, quoi. Mais bon, c'est aussi un budget, donc il faut des clients qui ont des moyens. Et puis au-delà du mariage, il y a aussi des gens très très forts qui ont aussi leur patte, leur style, et qui ne font aussi que ça. Et non, c'est vraiment, il y a toujours à apprendre, il y a toujours à améliorer. Et je me forme beaucoup. Et sur le mariage, 25% de ton activité, le reste, c'est quoi? C'est des clips publicitaires, des clips musicaux Quand je dis clip, c'est peut-être pas le mot, mais... Quand on pense clip, on pense musique. Oui, voilà, mais pour moi, c'est un terme générique, mais c'est pas le bon terme. Donc... Si, peut-être. Pas mal de reportages pour des artisans, des artistes, que sais-je. Il y a des publicités, des clips musicaux... Tout ce qui me semble intéressant, enfin tout ce qui me donne envie, mais finalement je crois que tout me donne envie. Parce que même s'il y a un truc qui pourrait ne pas me donner envie, parce que je sais pas, l'endroit n'est pas forcément cinématographique, tu sais, ou c'est moins attrayant. Moi je t'avais emmené dans des endroits bizarres. Ouais, je pense justement à ça. Mais tu vois, même assez. Mais d'ailleurs, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et même dans peut-être des projets qui me semblent, enfin qui pourraient sembler un petit peu moins glamour, je pars du principe que je vais essayer de faire la meilleure vidéo dans ce style-là qui n'a jamais été fait dans le monde, tu vois. Alors évidemment, je n'y arrive pas. mais au moins, il y a une intention. Mais il y a au moins cet objectif d'essayer de se faire plaisir et puis de créer quelque chose de nouveau. Alors le client a souvent des idées. Si l'idée me plaît, pourquoi pas, on peut aller dans ce sens-là. Mais si elle ne me plaît pas, je propose quelque chose qui me semble pertinent, encore une fois. Et qui me fasse plaisir. Si j'ai aucun plaisir à faire ce projet-là, en général, je le fais pas. Et aujourd'hui, donc, tu vis uniquement de la vidéo? Ouais. Ah ouais, puis j'en vis autrement mieux qu'avec la musique. Ouais. J'en ai bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Léo? Que ça continue dans ce sens-là. Toujours évoluer, des clients toujours plus sympas, plus intéressants. J'ai eu la chance de faire des clients là récemment encore qui me bottaient bien, quoi, d'avoir des clients qui me bottaient bien. Quel genre? Une petite là, anecdote pour le Hilton, par exemple. Qui se situe à Évian, c'est ça? C'est le Hilton d'Évian, ouais. Et tu leur fais quoi, eux? Ils veulent une petite publicité pour leur site internet, d'accord. des droits sur tous les Hilton du monde, etc. Tu vois. Donc c'est chouette. Donc ça me botte, c'est hyper intéressant. En plus, c'est des projets courts et très intenses, du coup ça me plaît bien, ça me convient bien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis plutôt lent. Donc... c'est pas vrai. Des projets courts et intenses où je peux vraiment cracher mes émotions ou ma pertinence. À la gueule du client. Pas à la gueule du client, mais en tout cas... Si, t'as un background dans le crachat, hein. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Si, le pot de sangria. C'était pas moi. C'était pas toi. Et dans la vidéo, je me rends compte que j'ai un petit oubli, mais excuse-moi, il y a une autre chose que tu as acquis, une autre technique, c'est le drone quand même. Ouais. Le drone, tu es pilote de drone, enfin entre guillemets, parce que bon, voilà. Mais c'est tu veux que j'aille en prison, toi? Non, mais c'est une technique que tu maîtrises. Ouais, c'est pas compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est comme tout. Ça, faut en faire beaucoup et puis. Oui, mais ça amène des points de vue. Ça apporte des possibilités complètement différentes. Et comme je dis, je veux vraiment pouvoir être pertinent dans tous mes projets et c'est un outil qui est indispensable aujourd'hui pour présenter plein de choses, quoi. C'est important. Mais tu sais, c'est une manette comme une manette de PlayStation. Je veux dire, quand tu as joué un petit peu, le drone, ça se maîtrise assez facilement, quoi. Oui, mais ça amène un autre point de vue pour ton travail. Oui, c'est un outil, c'est juste un outil. Voilà. C'est un outil qui permet de développer une autre facette d'une vidéo, quoi. Donc tu peux faire sans, mais il faut trouver une solution, quoi. Mais c'est un outil. Si tu veux montrer quelque chose de loin, et parce que c'est autour de forêt, que c'est important de montrer qu'il y a la forêt, le drone, c'est l'outil idéal, quoi, je veux dire. Moi, j'ai souvenir d'avoir perdu un drone dans la stratosphère avec toi.
On en reparlera en antenne parce qu'effectivement, sinon on finit en prison. Là, c'est clair. Ben, Léo, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. C'était très sympa. Ça m'a fait bien plaisir de te revoir. Ouais. Et puis, à très bientôt. On se revoit au Ramdam. C'est ça. Merci Michel.